Il y a des finales qui se gagnent sur un détail. Et puis il y a celles qui laissent une trace, presque une cicatrice dans la mémoire collective. Cette finale entre le Maroc et le Sénégal appartient clairement à la deuxième catégorie, parce qu'au-delà du score, au-delà du trophée, tout le monde est resté figé sur une image, un penalty, une panenka, un geste suspendu entre le génie et l'inconscience. Et derrière, une avalanche de questions que même le coup de sifflet final n'a pas réussi à éteindre. Juste après le match, Edouard Mendy lâche une phrase qui résume tout. Est supérieur à « on ne va pas parler à chaud ». Ce qu'il faut retenir, c'est que le football a gagné. Une phrase calme, presque sage, après une soirée totalement chaotique, des minutes interminables, des joueurs au bord de la rupture, une tension que même la VAR semblait avoir du mal à contenir. Et surtout ce moment précis où Brahim Diaz s'avance pour frapper alors que tout autour de lui crie danger. Pourquoi ce moment compte autant? Parce qu'on n'est pas face à un simple pénalty raté. On est face à un carrefour émotionnel. Une décision prise après un quart d'heure de confusion, de protestation, de discussion, de pression collective. C'est un peu comme une équipe qui arrive seule face au but, après avoir couru 120 minutes, sous les huées, avec le souffle court et les jambes lourdes. Techniquement, le geste paraît simple. Mentalement, il est presque inhumain. Ce penalty, il concentre tout. La responsabilité individuelle face à un peuple entier. La gestion ou la perte de la lucidité et la frontière extrêmement fine entre le courage et l'excès de confiance. La comparaison est vite venue sur les plateaux 2006. Une finale de Coupe du Monde, Zinedine Zidane, Gianluigi Buffon, une panenka réussie, mais le parallèle est trompeur. Là-bas, le geste était pensé pour surprendre un gardien connu par cœur. Ici, le contexte est tout autre, le chaos est total, l'émotion déborde et le geste, au lieu de libérer, enferme. Ce qui frappe quand on revoit la scène, ce n'est pas seulement l'échec, c'est la manière. Une frappe sans conviction, presque une passe, comme si le corps et l'esprit n'étaient plus alignés. Or, ce type de geste demande exactement l'inverse, une maîtrise émotionnelle parfaite. Sinon, la panenka n'est plus un geste juste, elle devient un pari, et c'est là que le débat s'embrase. Est-ce une volonté de briller? Est-ce un joueur grisé par l'instant qui se voit déjà héros national? Ou au contraire, un cerveau saturé, vidé par la pression, incapable de choisir l'option la plus simple, frapper fort et cadrer? Pendant que ce penalty hante les esprits, une autre image passe presque au second plan, celle d'un Sénégal au bord de l'abandon, puis ramené à la raison par un leader. Sadio Mané, calme au milieu de la tempête, qui impose une idée simple, si on doit perdre, on perd debout, et parfois cette posture mentale suffit à faire basculer une finale. Dans la suite, on va entrer dans le cœur du sujet, comprendre pourquoi ce genre de geste divise autant, pourquoi certaines erreurs restent pardonnables et d'autres non. Et surtout, comment cette finale raconte bien plus que le sacre du Sénégal, elle raconte la fragilité humaine au sommet du football. Maintenant, on va voir ce que cette panenka révèle vraiment sur la gestion des grands moments. Ce qui est fascinant dans cette finale, c'est que tout le monde parle du même geste, mais rarement pour les mêmes raisons. Certains y voient une faute morale, d'autres une erreur technique, d'autres encore un simple accident de football. En réalité, cette panenka agit comme un révélateur. Elle met à nu des mécanismes qu'on préfère souvent ignorer quand tout se passe bien. Parce que dans un grand match, la hiérarchie n'est jamais uniquement tactique, elle est aussi mentale, émotionnelle, presque invisible. Et ce penalty arrive précisément à l'instant où toutes ces couches se superposent. Pourquoi ce moment devient-il presque ingérable pour un joueur? Parce qu'il ne s'inscrit pas dans le rythme normal d'un match. Le jeu est arrêté, le temps s'étire, les discussions s'accumulent, la VAR intervient, les adversaires protestent, les coéquipiers parlent. Le public gronde, on sort complètement du football instinctif pour entrer dans un tunnel mental. C'est un peu comme demander à un joueur de frapper un penalty après lui avoir laissé 15 minutes pour douter. Et là, un élément clé entre en jeu, la responsabilité collective. Normalement, dans ce type de moment, les rôles sont clairs. Le tireur désigné, le capitaine qui tranche, le groupe qui protège. Or, ce qu'on perçoit sur les images, c'est justement l'inverse. Une discussion diffuse, des regards, des hésitations. Rien n'est tranché avec autorité. Et quand la décision finale arrive, elle semble plus subie que maîtrisée. C'est souvent là que naît l'erreur. Pas dans le geste lui-même, mais dans le processus qui y mène. Beaucoup ont parlé d'un joueur qui veut être le héros, mais cette lecture est trop simple. Dans le football de haut niveau, vouloir prendre ses responsabilités n'est pas un défaut. Le problème, c'est quand cette volonté n'est plus alignée avec la situation réelle. Quand l'émotion prend le pas sur l'analyse. La panenka, contrairement à ce qu'on croit,
n'est pas un geste d'arrogance par nature, c'est un geste de contrôle. Un geste qui dit au gardien, je sais ce que tu vas faire et je suis en avance sur toi. Mais pour que ce message existe, il faut être parfaitement lucide. Sinon, le geste se vide de son sens. Ici, tout indique une absence de lucidité, un contexte explosif, une attente anormalement longue, une pression historique et un joueur qui sort d'un match très discret. Dans ces conditions, tenter un geste qui repose presque exclusivement sur le mental devient extrêmement risqué. C'est pour ça que certains anciens joueurs parlent de geste injuste. Pas injuste moralement, injuste par rapport au moment. Parce que à cet instant précis, le football ne demandait pas de créativité. Il demandait de l'efficacité brute, marquée, peu importe comment. Maintenant, regardons l'autre côté du miroir. Pendant que le Maroc se crispe, le Sénégal, lui, traverse un moment de rupture totale. Les joueurs veulent quitter le terrain, la colère est réelle, le sentiment d'injustice est profond, et pourtant il reste. Pas parce que l'arbitrage change, pas parce que la situation s'améliore, mais parce qu'un cadre mental se réinstalle. C'est là que le leadership devient décisif. Pas le leadership qui parle fort, le leadership qui calme. Celui qui ramène tout le monde à une idée simple, continue à jouer quoi qu'il arrive. Cette capacité à rester dans le match, même quand tout semble perdu, est souvent ce qui distingue une bonne équipe d'une équipe championne. Et c'est peut être ça, la clé de cette finale. Pas le penalty raté, pas la polémique. Mais la différence de stabilité émotionnelle dans les moments extrêmes. Dans la suite, on va aller encore plus loin. On va démonter les erreurs de lecture les plus fréquentes autour de cette action. On va voir pourquoi le public se trompe souvent sur la notion de responsabilité. Et surtout, comment ce genre de moment peut marquer ou transformer une carrière entière. Alors passons maintenant à ce que cette finale nous apprend vraiment sur le football de très haut niveau. Il y a plusieurs erreurs de lecture qui reviennent systématiquement après ce genre de match. Et elles sont compréhensibles parce qu'on cherche tous une explication simple à un événement qui en réalité ne l'est pas. Première erreur, réduire toute la finale à un seul geste. C'est humain. Le pénalty raté est spectaculaire, brutal, immédiat, mais il masque tout ce qui l'a précédé. Une rencontre hachée, tendue, parfois brouillonne, où aucune équipe n'a totalement pris le dessus sur toute la durée. En se focalisant uniquement sur l'ultime action, on oublie que le football se joue sur une accumulation de décisions, pas sur une image isolée. Deuxième erreur, croire que la responsabilité est uniquement individuelle. Oui, le tireur frappe, mais un penalty décisif, surtout dans ce contexte, est une responsabilité collective. Qui décide du tireur? Qui protège le joueur? Qui tranche quand le doute s'installe? Quand ces rôles ne sont pas clairement assumés, le risque augmente. Ce n'est pas une faute au moral, c'est une faille organisationnelle. Troisième erreur, penser que le geste était facile. Un penalty n'est jamais facile. Mais celui-ci, après 15 minutes d'interruption, de tension extrême et de pression historique, devient un exercice presque contre nature. Le corps est froid, l'esprit surchauffé, tout ce que le football moderne essaie d'éviter. Alors comment lire ce match concrètement avec un regard un peu plus froid? D'abord, observer les premières minutes après la reprise. Une équipe lucide recommence à jouer simplement, passe courte, déplacement cohérent, défense compacte. Une équipe fragilisée force ses actions, allonge, perd les duels. Et sur ce point précis, la bascule psychologique est nette. Ensuite, surveiller les leaders silencieux. Ceux qui parlent peu mais agissent juste. Ceux qui replacent, temporisent, refusent le chaos. Dans cette finale, c'est ce comportement-là qui a permis à une équipe de rester dans le match quand tout semblait s'écrouler. Il faut aussi comprendre les scénarios alternatifs. Si le penalty est marqué, le récit change totalement, le héros est célébré, le geste devient audacieux, presque génial, c'est cruel, mais c'est le football. La frontière entre l'audace et l'erreur est dessinée par le résultat, pas par l'intention. Et c'est pour ça que les jugements d'après-match sont souvent si violents. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'après. Un moment comme celui-là peut briser un joueur ou le faire grandir. Tout dépend de l'environnement, de la manière dont le vestiaire réagit, du discours du staff, de la capacité du joueur à accepter l'erreur sans se définir uniquement par elle. C'est pour ça que parler de carrière brisée est presque toujours excessif. Le football est rempli de retours, de rédemption, de secondes chances, mais il est aussi impitoyable avec ceux qui restent prisonniers d'un instant. Pour le supporter averti, cette finale offre une vraie grille de lecture. Observez la gestion émotionnelle plus que la possession. Regardez les attitudes plutôt que les statistiques. Comprendre que les grandes équipes gagnent aussi quand le jeu disparaît. Et surtout, gardez une chose en tête. Le football n'est jamais une science exacte. Il est fait d'humains, de doutes, de décisions imparfaites.
C'est ce qui le rend parfois injuste, mais toujours fascinant. Avant de conclure, un rappel essentiel. Pas de haine, pas de stigmatisation. Le football reste un jeu, même dans ces moments les plus cruels. Les émotions font partie du spectacle, mais le respect doit rester la ligne rouge. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre ce qui s'est vraiment joué dans cette finale, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ton point de vue en commentaire. Et dans la prochaine analyse, on reviendra sur un autre match où le mental a pesé bien plus lourd que le talent pur. Avant de refermer complètement cette finale, il y a une dernière chose intéressante à faire. Se mettre volontairement dans la peau du supporter un peu plus averti, pas celui qui cherche un coupable, mais celui qui essaie de comprendre pour mieux lire les prochains grands rendez-vous. Quand tu regardes un match comme celui-ci, voilà ce qu'il faut désormais surveiller. D'abord, les premières minutes après un incident majeur. Un penalty, une longue interruption, une décision arbitrale contestée, c'est là que tout se joue. Pas forcément sur l'action suivante, mais dans la capacité d'une équipe à se recentrer. Une équipe solide mentalement ralentit le jeu, sécurise, respire. Une équipe fragilisée accélère trop vite, cherche à réparer immédiatement et souvent elle se met en danger toute seule. Ensuite, la gestion des rôles. Qui parle, qui décide, qui prend la balle quand plus personne n'en veut. Dans les grands matchs, le talent pur ne suffit plus. Ce sont les routines, les automatismes émotionnels presque invisibles qui font la différence. Un capitaine qui tranche vaut parfois plus qu'un joueur techniquement au-dessus. Il faut aussi apprendre à lire les signaux faibles. Un joueur qui évite le regard. Un autre qui met du temps à se replacer. Un troisième qui fait des gestes d'agacement répétés. Ce sont rarement des détails. Ce sont souvent des alertes. Cette finale nous rappelle aussi quelque chose d'essentiel. Le football ne récompense pas toujours celui qui mérite sur le papier. Il récompense celui qui résiste le mieux à la tempête. Et ce soir-là, dans un contexte presque hors de contrôle, une équipe a tenu debout quand l'autre s'est fissuré, l'espace d'un instant. Pour terminer, un avertissement clair. Pas de haine envers un joueur, pas de procès définitif. Le football est rempli d'erreurs spectaculaires et de renaissances tout aussi spectaculaires. Juger à chaud est humain. Comprendre à froid est plus rare et bien plus intéressant. Si tu veux vraiment profiter du football de haut niveau, retiens ça. Des grands matchs se lisent autant dans les têtes que dans les pieds. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si tu veux continuer à décortiquer le jeu, les moments de bascule, les décisions qui changent l'histoire, abonne-toi, laisse ton avis en commentaire et dis-moi surtout, pour toi, ce penalty était-il une erreur individuelle ou un échec collectif? Dans la prochaine vidéo, on se penchera sur un autre match où une seule décision a suffi à réécrire toute la narration.